Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la Transition, des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par la DREAL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Jean-Pierre Piella, maire de Breitenbach, une petite commune de 650 habitants située en Alsace centrale, à une vingtaine de kilomètres de Sélestat, dans la communauté de communes de la vallée de Villers. Je m'appelle Patrick Barbier, j'ai 66 ans, je suis maire de la commune de Muttersols depuis 16 ans. Je me définis surtout comme un militant. Depuis l'adolescence, j'avais l'intime conviction que l'écologie était le sens du progrès et donc je consacre une bonne partie de ma vie à ça. En tant que maire, je me considère toujours comme militant. Un militant, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de changer le monde. C'est un idéaliste et ça, c'est profondément ancré en moi, quoi. Alors, je suis vice-président de la communauté de communes de Sélestat, chargé de la transition écologique et notamment de la mobilité. Je suis président du pôle d'équilibre territorial et rural de l'Alsace centrale et je suis vice-président du syndicat départemental des eaux et de l'assainissement. Donc, je m'occupe plus particulièrement de la protection de la ressource, donc la protection de la nappe phréatique, quoi, et du dialogue agricole. On le rajoute souvent parce que pour protéger la nappe phréatique en pleine Alsace, il faut avoir un dialogue approfondi avec les agriculteurs. Mon métier, c'était instituteur, j'ai fait l'école normale et donc pendant une dizaine d'années, j'ai été face à des élèves et donc je pense que ça m'aide beaucoup dans mon métier aujourd'hui de maire et d'élu. C'est le même but, c'est un instituteur, il veut faire grandir ses élèves, moi je veux changer le monde, c'est un peu la même chose, donc il faut y aller de manière très progressive, associer les enfants. Pour moi, par exemple, la démocratie participative, je la faisais à l'école, j'étais dans les méthodes freinées où évidemment les enfants étaient associés à la pédagogie qu'on mettait en place, quoi. Contrairement à beaucoup de militants écolos, j'aime le mot transition parce que j'ai la conviction qu'il faut une transition, que le monde d'avant, le monde de l'hyperconsommation, alors quand je dis le monde d'avant, il est toujours là, mais le monde de l'hyperconsommation et surtout le monde où on a la croyance que le progrès il est infini et qu'il n'y a pas de limite. Ce monde-là, on sait qu'aujourd'hui il va falloir passer à autre chose pour des questions simplement justement de limites et donc il y a forcément une transition, il y a une progression, du pas à faire. Il ne peut pas y avoir de révolution. La révolution écologique, j'y crois absolument pas, j'y ai rêvé quand j'étais tout jeune, mais j'ai rapidement compris que non, et que à la limite, même si un jour il pourrait y avoir une prise de pouvoir des écolos, d'ailleurs du point de vue politique, il y a des pays où c'est le cas, il n'y a pas pour autant une baguette magique qui va tout changer d'un moment à l'autre. Donc le mot transition, pour moi, c'est la pédagogie finalement. Et pour faire advenir un monde plus écologique, il va falloir qu'on ait une transition. Alors évidemment, il vaut mieux qu'elle soit assez rapide du fait qu'il y a des urgences, mais elle ne peut pas non plus être trop rapide parce que sinon, la seule façon d'être rapide, ce serait d'être radical et autoritaire, et donc avec plein d'inconvénients évidemment, et avec des retours de bâton immédiats. Donc je crois oui, la transition c'est le bon mot pour la période actuelle. Et je crois qu'on y est clairement, on est en train de changer. Alors c'est pas assez rapide, ça c'est clair. Il faudrait aller plus vite. Ma motivation, je vous l'ai dit, c'est changer le monde. Et alors évidemment, changer le monde dans quel sens ? C'est tout ce qu'on a là
autour de nous. Les auditeurs ne le voient pas, mais c'est la nature. C'est l'eau, là on est devant une rivière phréatique où l'eau est absolument pure, on peut se baigner dedans sans aucun problème, on peut presque boire l'eau. Bien sûr, pour moi ça a énormément de valeur, ça a été ça mon moteur d'emblée, c'est quand j'étais gamin déjà, j'aimais beaucoup. J'étais un citadin, mais je passais mes vacances chez les grands-parents qui étaient agriculteurs, côté plaine et côté vignoble, de l'autre côté c'était un monde viticole, et donc j'ai eu un contact assez fort avec, notamment chez mes grands-parents maternels, il y avait un cours d'eau à l'arrière du jardin qui me fascinait. Entendre croasser les grenouilles, mettre les pieds dans l'eau, tout ça, ça m'a vraiment marqué. Et puis à l'adolescence, j'ai compris que c'était en danger tout ça, quoi. Quand j'allais me promener dans les zones humides de la proximité de Strasbourg, ben, en gros j'allais une journée, je découvrais des choses magnifiques, j'y retournais 3 semaines après, ça venait d'être labouré pour en faire un champ de maïs. Et donc là, ça forge d'abord une révolte et après l'envie de faire bouger les choses. Donc oui, ça c'est essentiellement mon moteur de base, c'est la nature. Alors après, évidemment, aujourd'hui en tant que maire, je ne fais pas que de la protection de la nature, mais parce qu'en fait tout converge. Aujourd'hui, si on veut protéger la nature, il faut réduire l'impact de l'homme. Donc mes motivations sont aussi beaucoup pour les questions de sobriété, de frugalité. Si l'homme veut continuer à bien vivre sur la planète, il va falloir qu'il se modère de manière générale, quoi, hein, dans l'ensemble de ses activités, quoi, hein. Il ne vivra pas forcément plus mal, à mon avis, bien au contraire. On sait bien que l'hyperconsommation, ça rend personne heureux, hein. Moi j'ai connu ça comme ado. À un moment donné, j'étais dans ce besoin de tout consommer et tout ça, mais je sentais une insatisfaction permanente. Et je crois que je l'ai assez rapidement compris que ça n'avait aucun sens de vouloir avoir le dernier. À l'époque, c'était les chaînes hi-fi. Je me rappelle que j'avais envie d'écouter de la musique et après je voulais avoir la chaîne hi-fi dernier cri. Mais c'était sans fin, quoi, hein. Et c'était une fois qu'on l'avait acheté, déjà 2 jours après, on voulait avoir l'autre parce que le copain il en avait une autre et tout ça. Et donc voilà. Donc ça, je suis vraiment très détaché des aspects consommation. Tout ça, c'est pas du tout mon truc. Et je pense que c'est profondément ancré. Alors le rôle de la municipalité et plus largement du conseil municipal et des élus, moi je crois que c'est un rôle d'animateur avant tout, parce qu'on a tellement de domaines à prendre en compte. C'est mine de rien des communes, surtout, et si on élargit aux intercommunalités, on a des compétences dans quand même beaucoup de domaines, et donc on peut pas tout faire nous-mêmes, mais on peut essayer d'orienter les choses en jouant un rôle animateur du dialogue territorial. Moi j'aime bien ça, parce que je pense que c'est important. Je prends le domaine de l'agriculture par exemple. Une commune a assez peu de compétences dans ce domaine, et pourtant une commune comme la nôtre, une commune où il y a encore des terres agricoles, il y a encore des exploitations agricoles, ben, le fait de dialoguer avec les agriculteurs, de les aider à rentrer dans la transition, des inciter puis de les aider, c'est un rôle important. Alors il y a un rôle animateur, pédagogue aussi, bien sûr, j'ai l'occasion de le redire, mais à Muttersol, ce qui se passe à Muttersol, ça vient essentiellement de la Maison de la Nature, hein. Et moi, en tant que maire et de la municipalité, on a la chance d'agir sur un terreau très fertile qui a été préparé depuis 50 ans par la Maison de la Nature. Tous les enfants de Muttersol font plein de choses à la Maison de la Nature. Et donc forcément, ils ont une sensibilité et une compréhension des problématiques plutôt supérieure à la moyenne. Et donc là, évidemment, ça aide beaucoup au fait qu'on impulse au niveau de la commune, et ce qui d'ailleurs s'impulse sans... Tout vient pas de la commune à Muttersol, hein. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la Maison de la Nature. Forcément, nous, à un moment ou un autre, on accompagne, on favorise, hein. Quand il y a des initiatives qui nous plaisent, ce qui est presque toujours le cas, ben on les aide, hein. Forcément, on donne des coups de main en termes de mise à disposition de locaux, de mise à disposition de terrain, de mise en contact avec d'autres organismes, de soutien financier s'il le faut. Tout ce que je viens de dire là, c'est ça le rôle de la commune, c'est d'accompagner, d'aider, voilà, d'organiser aussi. Je
le raconte souvent. C'était un lundi matin, j'arrive, j'ai été élu le samedi matin comme maire et je me suis installé à mon nouveau bureau et sur le bureau, j'avais une invitation de la Fredon, c'est un organisme qui s'occupe des questions de protection des plantes agricoles, mais aussi à l'époque du futur zéro pesticide. C'était les prémices et la proposition de la Fredon, c'était un stage pour les employés communaux à l'utilisation des pesticides, du point de vue sécurité, du point de vue comment on protège sa santé. Et donc évidemment, je suis tout de suite allé voir mes 3 ouvriers à l'époque et je leur ai montré ça et je leur ai dit écoutez, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord que vous y alliez même tous les 3. C'était une journée, j'étais plutôt content. Et puis donc ils y sont allés et quand ils sont revenus, ils m'ont dit monsieur le maire, j'aurais demandé si ça s'était bien passé, ils m'ont dit ouais très bien. Mais après ils étaient là un peu gênés, ils m'ont dit monsieur le maire mais bon, on a compris une chose, c'est qu'on n'a plus trop envie d'utiliser les pesticides, c'est tellement compliqué de se protéger. Il faut dire qu'ils passaient de l'herbicide dans les rues du village sans aucune protection, avec un robinet qui avait même pas un arrêt, donc ils passaient en continu. Enfin bon, bref, très mauvais exemple. Et donc ils m'ont demandé si on pouvait arrêter. Alors je sais que c'est des gars intelligents et ils me voyaient venir. Évidemment, c'était une des choses que je voulais impulser, mais je ne l'aurais jamais imposé. Je serais passé par le dialogue avec eux et peut-être par une transition. Et ben là, ça a été radical. J'aurais dit bah ok. On arrête. On a complètement arrêté le désherbage. C'est le désherbage communal qui est devenu obligatoire depuis. Et voilà, donc c'était la première décision, elle était plutôt sympa. Ensuite, mon premier mandat, ça a été un mandat très routier. Alors ça va vous étonner, mais c'est routier dans le sens de la réduction de l'impact de la route. La principale préoccupation à Muttersols, c'est le passage de 8000 véhicules jour sur les 3 départementales qui traversent le village. On a une espèce d'entonnoir routier vers Célestat et donc on a un gros trafic de transit dans des rues pas très larges, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc une absence totale de trottoirs par exemple, enfin des trottoirs complètement symboliques qui servaient la plupart du temps de parking pour les voitures. Donc les enfants, en tant qu'institut, quand j'emmenais les enfants à la salle de gym, j'étais obligé de marcher sur la route où il y a 8000 véhicules jour. Donc j'y allais pas très souvent parce que c'était dangereux, etc. Et donc là clairement c'était la demande et donc là, le premier mandat ça a été essentiellement un mandat d'apaisement de la circulation. Au bout du mandat, on avait passé le village à 80% en zone 30. On avait fait des gros travaux d'aménagement des routes principales qui consistaient en fait à réduire le gabarit de la route pour mettre des trottoirs de part et d'autre, de façon à ce que les piétons soient au moins en sécurité. Donc c'était le premier mandat, pas facile, parce que en termes de dialogue, là, c'est compliqué parce que déjà tout le monde est expert. Vous avez une espèce de schizophrénie. Les personnes sont pour partie riverains de la route et piétons. Donc là, ils sont pour des mesures radicales de ralentissement, voilà. Mais ils sont aussi automobilistes. Donc et après, quand vous faites du rétrécissement, si vous faites des plateaux et tout ça, c'est jamais la bonne solution parce que tout le monde a un avis. Donc là, le dialogue, on a eu des moments difficiles parce qu'on a été assez radical, passer presque tout le village à 30. Forcément, ça a provoqué beaucoup de débats, Mais bon, on était solide. On était surtout convaincus qu'il fallait aller vers ça. On a fait des compromis. Le dialogue implique toujours de faire des compromis. On a un peu moins réduit qu'on avait au départ. On était prêt, par exemple, à faire des écluses. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des écluses en voiture, c'est-à-dire des endroits où les voitures n'arrivent plus à se croiser. Et donc, il faut attendre le passage. Et donc, ça peut être très ralentisseur quand il y a du trafic dans les deux sens. Sauf qu'on a eu des doutes sur le fait que ça n'allait pas créer des bouchons. Et heureusement, il y avait déjà des logiciels qui permettaient de vérifier ça. Et évidemment, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop radical. Qu'on allait se retrouver avec des bouchons de plusieurs centaines de mètres. Et donc, on a un peu adouci les choses. Mais globalement, quand même, la zone 30, là, on va la passer très prochainement à 100%. On passe à 30 partout. Alors bon, l'action déjà d'une commune, c'est très large, c'est plein de choses, mais je vais pas vous dire ce que font toutes les communes. Le vivre ensemble, en gros, le vivre ensemble, je pense que toutes les communes s'investissent là-dedans, donc nous forcément aussi. Mais nous, bien sûr, on est aussi beaucoup dans la transition écologique.
Alors d'abord dans la protection, la valorisation et la reconquête de la biodiversité, ça c'est l'axe principal, c'est ce qu'a impulsé la Maison de la Nature il y a déjà 50 ans. Et évidemment là on est très actif dans ce domaine-là, c'est pour ça qu'on est devenu capitale française de la biodiversité. Ce concours, il évalue l'action des communes sur leurs moyens, les moyens engagés, pas sur les résultats. C'est vraiment les moyens, et donc plus vous faites des choses, plus vous êtes en capacité de gagner le concours. Donc moi j'avais aucune illusion sur le fait qu'on gagne, parce que je savais que jusqu'à présent, on a été, ça a dû être la septième année, il n'y avait que des grandes villes, notamment Strasbourg qui avait gagné. Et Strasbourg, ils ont un service biodiversité avec 5 ingénieurs, quoi. Donc nous, je veux dire, jamais, on avait une petite chance dans la strate des petites communes, mais voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait autant que Strasbourg, parce que c'est pas que la commune qui fait. La Maison de la Nature relaye beaucoup, la population relaye aussi, et nous, la commune, on est quand même aussi très engagés en direct, donc voilà, on fait beaucoup de choses là-dessus. Le sujet du deuxième mandat, ça a été l'énergie, avec l'objectif de devenir autonome. Et donc on a rapidement réussi à être autonome pour l'administration communale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit plus d'électricité qu'on consomme, même en incluant le chauffage. On ne fait pas de chauffage électrique, mais on convertit en kilowattheure. On est largement positif grâce à des centrales, à 3 turbines hydroélectriques et une belle surface de panneaux photovoltaïques. Et bien sûr, on travaille aussi sur l'aspect réduction de la consommation. Tous nos bâtiments communaux sont isolés au minimum aux normes BBC, mais une bonne partie aussi aux normes passives. Ça veut dire qu'on n'a quasiment plus besoin de chauffage. On a complètement converti l'éclairage public en LED, on fait de l'extinction nocturne et on essaie maintenant d'avancer aussi sur l'ensemble de la commune, c'est-à-dire d'inciter nos citoyens à isoler leur maison, à mettre des panneaux photovoltaïques. On a des projets d'éoliennes éventuellement. Voilà, ça a été le deuxième sujet. Le troisième, c'est l'urbanisme. Dès que je suis devenu maire, on a décidé de faire du ZAN, mais on n'appelait pas ZAN, hein, on appelait ça du nom, l'arrêt de l'étalement urbain. Quand on a révisé le POS en PLU, on a tiré un trait derrière les dernières maisons et on a dit qu'on arrête. Il faut dire que Muttersholz a triplé de surface bâtie depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc clairement on ne peut pas continuer. Et donc là on a tout un travail d'urbanisme. Je crois que on est presque plus connu maintenant sur ces questions-là que sur les deux autres. Pourtant on est très avancé, mais parce qu'on démontre que le ZAN c'est possible, notamment en matière d'habitat. Et bien sûr, on a recréé un cœur de village, on soutient les commerces pour qu'ils puissent se maintenir malgré la concurrence des grandes surfaces dans la ville d'à côté. Voilà, le troisième sujet qui est très lié au sujet d'urbanisme, c'est la mobilité. En même temps qu'on a recréé notre cœur de village, on a créé des circulations douces, des passages doux. En gros, dans les fonds de jardin, la bonne ambiance à Muttersholz a beaucoup contribué. On a tout fait à l'amiable. On a des gens qu'on remerciera jamais assez, qui nous ont vendu une partie de leur jardin. On a coupé des jardins en deux pour que les enfants, les adultes aussi évidemment, puissent aller à pied, à vélo à l'école sans rencontrer la circulation, quoi. Et aujourd'hui, c'est ma grande fierté. Au moment où on enregistre, il fait beau, il y a école. Le parking à vélo qu'on vient de doubler de gabarit, il est déjà plein. On a presque tous les gamins qui viennent à pied, à vélo ou à trottinette à l'école, et c'est clairement grâce aux circulations douces. Voilà, ça c'est les 4 grandes directions. Bien sûr, il y a la question de la participation citoyenne sur laquelle on fait beaucoup d'efforts, mais moi je considère que la participation citoyenne, c'est pas forcément un but, c'est avant tout un moyen. C'est un moyen de trouver collectivement la meilleure intelligence collective, quoi, hein. Donc pour moi c'est un moyen là. C'est pas une fin en soi, la participation citoyenne, quoi. Tous les sujets que je viens d'énoncer, on essaye d'injecter un maximum de participation. Alors sur des sujets, on injecte beaucoup, sur d'autres un peu moins parce que c'est pas forcément facile, quoi. Déjà, il n'y a pas tant de citoyens que ça, même à Muttersholz, qui a envie de passer son temps en réunion, hein, parce que la participation citoyenne, c'est de la réflexion collective avant tout. Il y a aussi, ce qui marche d'ailleurs mieux, c'est les chantiers citoyens. Alors là, ça marche très bien parce que c'est concret, parce qu'on est dehors. Se retrouver le soir en réunion à réfléchir à des projets d'urbanisme, faut qu'on cherche les gens, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent spontanément, quoi.
comment on associe les citoyens. Bah, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, clairement, on a beaucoup de mal. Hein. C'est difficile. Ce que j'aime bien dire déjà, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne classe en général pas dans la participation citoyenne, et je pense que c'est une erreur, c'est un conseil municipal. C'est quoi d'autre que de la participation citoyenne, un conseil municipal? C'est des citoyens, certes qui ont l'onction du suffrage universel, mais c'est sûrement la participation citoyenne qui marche le mieux. Parce que là, on a des citoyens qui, pendant au moins 6 ans, viennent régulièrement, en tout cas c'est le cas à Muttersholtz. Le dernier conseil municipal, là, on était 17 sur 19. Alors que j'entends la plupart de mes collègues me dire « Oh là, il y a l'érosion de la fin de mandat, on a du mal à obtenir le quorum ». Chez moi, non. On est rarement en dessous de 15. Et on n'a pas que les conseils municipaux. Il y a bien sûr, les conseillers sont sollicités sur des commissions réfléchies et aussi sur des choses très concrètes. Demain, on fait le jus de pomme communal, hein, donc on va ramasser les pommes ensemble. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui marche bien. Par contre, associer d'autres citoyens, alors on essaie de le faire. On essaye toutes les méthodes, je crois qu'on a à peu près tout essayé. Il n'y en a aucune moi je suis toujours déçu quantitativement. Je démarre à la plupart des réunions citoyennes, quand j'y suis, je démarre en disant c'est bien ce soir, on n'a pas la quantité, mais on a la qualité. Évidemment c'est un peu ironique de ma part, parce que c'est pas rare. Je racontais les passages doux. Quand on les avait réalisés, on en était très fiers et on a voulu organiser une réunion des parents d'élèves, c'était à la rentrée. Et donc on a invité les parents d'élèves. Alors on savait qu'on risquait d'en avoir pas énormément, et donc on a pris des précautions. On a fait ça un mardi soir, il n'y a pas classe le lendemain. On leur a dit qu'ils pouvaient emmener les enfants s'ils le voulaient, que ça durerait qu'1 heure, qu'en partie on serait sur le terrain, qu'il y aurait du vin blanc et des Kuglopf derrière. Sur 140 enfants, on a eu 5 parents d'élèves. Dont mon secrétaire général, qui était là évidemment aussi comme secrétaire général, pas seulement en tant que parent, quoi. Moi j'étais complètement effondré. Les enseignants qui étaient tous là, on les avait invités aussi. Le titre de la réunion, c'était la sécurité des déplacements vers l'école. Hein. Donc, les questions de sécurité, on pensait que ça intéresserait. Bah non. Et on constate ça assez souvent quand même, c'est que pour faire venir des gens en mode réunion, et pourtant les réunions chez nous sont animées la plupart du temps par la Maison de la Nature, avec 2 animateurs spécialisés qui savent faire et qui font ça de manière en général presque ludique, voilà. Mais c'est très difficile hein, de mobiliser. Donc, on travaille avec la qualité, avec un peu toujours les mêmes, mais on arrive quand même à faire de l'intelligence collective, parce que quand vous élargissez le cercle, vous êtes forcément plus intelligent, quoi, hein. On a le cœur de village, les aménagements extérieurs ont été complètement imaginés par un groupe d'une vingtaine de personnes, des citoyens. Il y avait quelques conseillers municipaux, dont Patrick Barbier, alors pas en tant que maire, hein, j'y étais en tant que simple citoyen. Et c'est clair que si on était resté au sein juste du conseil municipal, on n'aurait pas eu autant d'idées. La halle, est clairement, on l'avait pas au niveau de la mairie, c'était pas une vision de ma part ni de personne, et ça a émergé de la participation citoyenne. Donc moi je crois beaucoup à ça, l'intelligence collective. Et alors bien sûr, on favorise l'acceptation, on donne bonne conscience aux élus, parce que quand on fait de la participation citoyenne avant un projet, ça n'empêche pas qu'après on a des critiques. Mais là on est super à l'aise. Hein. Là, quand on reçoit des critiques sur un truc qu'on a fait, en général je dis mais monsieur, vous n'avez pas vu qu'on avait fait des réunions avant, ça aurait été dommage, vous auriez pu donner vos critiques, vos appréhensions avant, on aurait peut-être pu essayer d'en tenir compte, quoi. Donc en général là, la discussion elle s'arrête là, quoi, hein, parce que évidemment voilà. Mais c'est pas la raison principale, hein, l'acceptation, c'est quand même l'intelligence collective. Pour moi, c'est fondamental, quoi. C'est prouvé scientifiquement hein, qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et si on sait organiser le dialogue, plus on est intelligent, quoi. Donc l'outil principal qu'on utilise pour la participation citoyenne, c'est ce qu'on appelle les séquences démocratiques. Hein. C'est Joe Spiegel qui a mis ça au point à Kingersheim. C'est sur des sujets précis,
d'actualité, sur des sujets sur lesquels on a envie d'avancer. On réunit les citoyens, en général par appel, à l'ensemble. On ne fait pas de tirage au sort, hein, on fait un appel à tout le monde, et vient qui veut. Alors c'est vrai que peut-être qu'un de ces jours on essaiera le tirage au sort, mais je l'ai déjà essayé au PETER. Ça n'a pas vraiment bien marché, pour essayer de faire venir éventuellement d'autres que ceux qui ont l'habitude de venir. Et donc, je donne l'exemple du cœur de village où on avait un espace assez grand, un parvis, un parc, des circulations douces à aménager. On n'avait pas d'idée préconçue, la commune, en dehors de on voulait pas de voitures, on voulait qu'on tienne compte du réchauffement climatique et de la désimperméabilisation, mais en dehors de ça, tout était ouvert. Et donc, on s'est réunis sur 4-5 séances, sous la direction de Delphine et de Bastien, les animateurs de la Maison de la Nature, et qui nous ont fait monter, on a fini par un cahier de charges, qui a ensuite permis de sélectionner un maître d'œuvre, architecte paysagiste, et aujourd'hui on a le résultat qui est magnifique, avec des idées des citoyens. Mais par exemple les aménagements routiers aussi, on essaye de... Alors sur les aménagements routiers, on réunit... Là les gens viennent, parce qu'on réunit les riverains de la route concernée. Donc là ils se sentent concernés, donc ils viennent, et on essaye aussi d'écouter et d'adapter le projet aux besoins, à la demande, quoi. La relation de Muttersholtz avec l'intercommunalité, elle est excellente, hein. Moi, je sais bien qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire juste à une échelle communale, hein. Ne serait-ce que la mobilité, faire des bus juste à Muttersholtz, ça n'aurait juste aucun sens. Donc forcément, moi, je crois beaucoup à l'intercommunalité. J'y suis engagé même avant d'être élu, hein. L'association de développement de l'Alsace centrale a associé déjà des citoyens, et donc moi en tant que citoyen j'y étais déjà, donc je connais bien les sujets. Aujourd'hui je fais partie des leaders de l'intercommunalité. Je m'entends très bien avec mes collègues, hein, qui sont la plupart. Je suis pas seul écolo, mais on n'est pas majoritaire, de loin pas. Mais en fait il y a une vraie sensibilité aujourd'hui qui est partagé un peu par tout le monde, alors à des degrés un peu divers, mais quand même, on me renvoie jamais complètement dans les cordes, hein. Sur tous les sujets, il y a une prise en compte, alors beaucoup trop lente, beaucoup plus lente qu'à Muttersholtz même, où là évidemment je suis pas seul, hein, au conseil municipal, donc on avance plus vite, mais on avance quand même. Donc de manière générale, oui. Et puis alors moi surtout, aujourd'hui je pense que je passe plus de temps à l'intercommunalité. Je suis président du PETER, et le PETER est en train de prendre plein de compétences. On devient autorité organisatrice de mobilité au 1er janvier, donc on va faire tourner les bus. Donc là je vous explique pas le boulot que c'est. C'est vraiment beaucoup de boulot, donc je passe plus de temps maintenant à l'intercommunalité qu'à la commune, parce que c'est les marges de progrès, il y en a encore à Muttersholtz évidemment, mais il y en a plus dans l'intercommunalité. Et puis ça aurait pas de sens de se dire qu'on va refaire le monde juste à Muttersholtz, on changerait pas grand chose. Et donc aujourd'hui, par exemple sur la trame verte, on est très avancé sur les questions de trame verte. Aujourd'hui on travaille avec toutes les communes qui sont autour de nous, c'est même au-delà de la communauté de communes, on a carrément pris toutes les communes qui nous touchent, on a une dizaine de communes, et on développe une trame verte intercommunale. Là, en matière de biodiversité, ça a vraiment du sens, parce que juste créer des isolats de protection en Muttersholtz, on sait bien que on n'aura pas de gros résultats. Il faut voir à des échelles beaucoup plus larges, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça marche, tout ça? Alors c'est clair qu'aucun élu n'a de baguette magique, hein. Ça c'est clair. C'est déjà pour que une vision, c'est sûr que moi je suis porteur d'une vision que j'ai réussi à faire partager à beaucoup de monde dans le village et maintenant au niveau de l'intercommunalité. Mais une fois qu'on a une vision, il faut la mettre en œuvre, hein, et donc déjà il faut la durer. Ça c'est clair que si aujourd'hui à Muttersholtz on a plein de choses à montrer, c'est parce que déjà il y a 50 ans de Maison de la Nature.
Et puis après, il y a bientôt 17 ans de travail de mon équipe. Si vous étiez venu à la fin du premier mandat, on n'aurait pas eu grand-chose à vous montrer encore. On a toujours beaucoup d'idées, beaucoup de choses en préparation, mais la mise en œuvre, c'est au moins un mandat. Donc moi, j'encourage beaucoup les collègues à devenir des cumulards dans le temps. Hein. Il a été question à un moment donné, sur les mandats présidentiels, on limite à 2 mandats, mais là pour le mandat de maire, je crois qu'il ne faudrait vraiment pas qu'on arrive à cette limitation, parce que je vois d'autres collègues maires, Jean-Claude Mensch à Ungersheim, il en est à son 6e mandat, mais il continue à faire des choses extraordinaires, parce qu'il a une expérience et il a une équipe, etc. Donc ça, il faut pouvoir le faire. C'est la première chose qui fait que ça marche. Alors moi, ce que je revendique beaucoup à Muttersol, c'est, je sais que c'est pas un truc qui fait l'unanimité, enfin c'est un truc qui n'est pas consensuel. Moi, je suis pour la politique des petits pas. Pour le pas à pas, ça c'est mon côté pédagogue avec les enfants. On leur fait pas atteindre un niveau de bachelier en même pas une année scolaire. Hein. Donc avancer dans une commune, dans une affaire collective, c'est emmener le plus de monde possible, et donc forcément, il faut y aller par des petits pas. Mais ce qu'on fait à Muttersol, c'est qu'on avance quand même vite, et c'est parce qu'on fait plein de petits pas. Mais je suis persuadé que si on faisait des pas trop grands, on aurait très rapidement des difficultés en termes d'acceptation et en termes on risque de se retrouver tout seul devant, et donc ça, je pense que c'est important. Il ne faut pas chercher à faire la révolution du grand soir, il faut faire des micro-révolutions dans tous les domaines, et bien sûr avec beaucoup de dialogue. Ce qui fait qu'on peut faire que des petits pas, c'est qu'il faut dialoguer avant. Hein. Il faut que d'une vision individuelle, on en fasse un projet collectif. Et donc là, ça demande du temps, de la pédagogie, voilà. Ce que j'allais oublier de dire, qu'est-ce qui fait que ça marche aussi à Muttersol, c'est clairement, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est le terreau fertile préparé par la Maison de la Nature depuis 50 ans. Nelson Mandela disait, la seule façon de changer le monde, c'est l'éducation. Je pense qu'à Muttersol, on le démontre. On démontre que les enfants qui ont passé beaucoup de temps à la Maison de la Nature, ou à l'école aussi, j'allais dire quand j'étais instit, mais ça a perduré aujourd'hui. Les instits de Muttersol sont aussi beaucoup dans l'éducation au développement durable et travaillent beaucoup sur ces questions avec les enfants. Donc aujourd'hui, au conseil municipal, par exemple, j'ai 6 anciens élèves. Je peux vous dire que ça aide. Les agriculteurs aujourd'hui sont des cadras, la plupart ici. Donc c'est des gamins qui ont aussi travaillé sur les questions de biodiversité. Quand on leur parle de la protection du râle des genêts ou du courlis cendré, ils sont pas insensibles. Alors évidemment, ça veut pas pour autant que le dialogue avec eux est forcément facile, parce que c'est pas facile pour eux de rendre compatibles leurs objectifs économiques et le simple fait de gagner leur vie, de nourrir leur famille, et en même temps de protéger la biodiversité, de protéger la nappe phréatique. Mais donc là, le fait qu'on ait préparé les choses en amont, donc c'est pour ça que je dis à tous mes collègues, commencez par financer des programmes d'éducation à l'environnement dans le village, notamment en direction des enfants, mais aussi en direction des adultes. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc ce terreau-là, il est important pour changer les choses. Ensuite, oui, ça c'est fondamental. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Ça c'est Gandhi qui disait que montrer l'exemple n'est pas une façon de changer le monde, c'est la seule. Il faut montrer l'exemple. C'est clair que, par exemple, sur la mobilité, moi, dans le village, je ne me déplace quasi qu'à vélo. Rassurez-vous, j'ai aussi une automobile, mais je ne l'utilise que pour les déplacements longs. Les déplacements dans le village, je fais tout à vélo. Je peux vous dire qu'au conseil municipal, aucun conseiller municipal qui vient au conseil municipal en voiture. Tout le monde vient à vélo ou à pied. Mais aussi parce que c'est devenu une évidence, et c'est surtout c'est un plaisir. C'est un plaisir de faire du vélo, de faire de la marche à pied, quoi. Et ça, il y a une vraie dynamique aussi dans ce sens-là. C'est vrai que je vous disais tout à l'heure que les bons résultats, c'est lié aux circulations douces, certes, mais aussi au fait que la condition première, c'est de montrer l'exemple. Et après, évidemment, c'est pas suffisant de montrer l'exemple. Il faut faire encore plein d'autres choses, mais c'est quand même la base sur plein de sujets. Et la dernière chose, c'est que pour conduire du changement, il faut être optimiste. Il faut croire au fait que le changement est possible.
Et moi, je suis fondamentalement optimiste. Hein. Mon expression favorite, c'est « il est trop tard pour être pessimiste ». Évidemment, quand on regarde des choses objectivement, scientifiquement, rationnellement, on est en droit d'être pessimiste. Hein. C'est ce qu'on appelle le pessimisme de la raison. Mais ce qu'il faut, c'est l'optimisme de la volonté. Si on veut faire bouger les choses, il faut y croire. Et donc, il faut développer un discours optimiste, positif, quoi. Hein. Il ne faut pas passer son temps à faire la liste des problèmes. Il faut prendre les problèmes les uns après les autres, essayer de les résoudre et si possible, trouver des solutions pour les résoudre. Et ça permet de créer une dynamique positive. Des projets, on en a plein sur la biodiversité. Moi, je rêve d'un parc naturel régional dans le Ride. Hein. Au niveau de la commune en elle-même, le gros projet, ça va être un projet qu'on a depuis longtemps, sur lequel on a eu un peu de mal à avancer, c'est une résidence senior. Mais là, je pense que c'est le projet du prochain mandat. Il faut absolument qu'on trouve des solutions pour le grand âge qui se pose à Muttersholtz comme ailleurs. Avec l'intercommunalité à Muttersholtz, on a un projet de périscolaire. Aujourd'hui, le périscolaire, il est disséminé en presque 4 bâtiments. Et donc là, on va avec la communauté de construire un bâtiment pour regrouper tous les enfants au même endroit. Alors bien sûr, que ce soit pour la résidence senior et le périscolaire, à Muttersholtz, le bâtiment, il sera passif, il sera, je l'espère, en bois et exemplaire du point de vue écologique, évidemment, quoi. Et après, bien sûr, continuer les questions en termes de mobilité. On a encore beaucoup de progrès à faire. Le vélo, on est vraiment sur la bonne voie. Les bus, on a des marges de progrès importantes encore devant nous. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.